La seconde partie de notre débat consacré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ce sera ce dimanche. 8 candidats sont en lice, dont le président sortant Alassane Ouattara, qui est donné grand favori. Alors avant de reprendre ce débat, nous avions écouté Alassane Ouattara dans la première partie. Eh bien maintenant, on va écouter Pascal Afien-N'Guessan du FPI, le Front populaire ivoirien, qui est le parti qu'a fondé Laurent Gbagbo. C'était le 10 octobre à Gaounia, dans la région natale. Gagnoa, pardonnez-moi, dans la région natale de Laurent Gbagbo. Le premier chantier, c'est le chantier de la paix, de la réconciliation nationale, de la refondation de l'État et de la modernisation des institutions. La crise a désorganisé nos institutions. La crise a plongé notre pays dans la désolation. Nous avons aujourd'hui besoin de paix. La crise a provoqué une large fracture sociale. La politique de rattrapage de Ouattara est venue aggraver la fracture sociale. Il faut reconstruire tout ça. Christophe Boisbouvier, quel bilan pour Alassane Ouattara 5 ans après? Une croissance économique assez significative, entre 8 et 10% par an. Des infrastructures. Une autoroute qui va maintenant jusqu'à Yamoussoukro, un 3e pont sur la lagune, de nouvelles constructions. Mais le point noir, c'est le chômage, c'est l'emploi des jeunes. Donc c'est là-dessus que l'opposition fait campagne. On parle beaucoup donc depuis le début de l'émission de Pascal Afien-N'Guessan pour le FPI officiel. Mais il ne faut pas oublier 2 autres figures de l'opposition qui sont des frondeurs du PDCI, le parti de Bédié, et qui ne sont pas n'importe qui. C'est Charles Konan-Banny, ancien Premier ministre, ancien gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Et c'est Kouadio Konan-Bertin, Kakabé, qui est député, qui est plus jeune, qui veut jouer sur la dynamique des jeunes. Donc voilà, le scrutin reste ouvert quand même. Il faut pas dire qu'un coup KO, comme en Guinée-Conakry, c'est sûr à 100%. Non, il faut attendre quand même dimanche. Il peut y avoir des surprises. Et on ne sait pas qui va être second. Est-ce que ce sera... Ouattara sera évidemment devant, mais est-ce qu'il passera la barrière des 50%? Personne n'en sait rien. Et on ne sait pas qui sera second. Un scrutin donc qui reste ouvert. Vincent Nizago, il y a toujours cette idée dans ce bilan qui revient souvent de la justice des vainqueurs. C'est-à-dire qu'on a inculpé, on a incarcéré, jugé des hommes qui ont participé à la crise post-électorale, des proches de Laurent Gbagbo, mais que le travail n'a pas été fait du côté du camp d'Alassane Ouattara, alors que là aussi, il y a eu des meurtres et des assassinats. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes dans un état de droit. Avant notre arrivée au pouvoir, la justice n'existait pratiquement pas. Et nous avons travaillé à mettre en place cette justice-là. Mais cette justice, elle ne semble aller que dans un seul sens. Non, ça ne va pas dans un seul sens. Vous savez, Qui a été arrêté? Qui, dans le camp de Ouattara, a été arrêté? Il y a 2 anciens chefs rebelles qui ont été inculpés, Chérif Ousmane et Loseni Fofana. Oui. Et ils ont été inculpés, mais ces hommes sont toujours aujourd'hui en liberté, ils exercent toujours leurs fonctions. Qui a été aujourd'hui jugé et condamné dans le camp d'Alassane Ouattara? Non, si vous posez le problème en ces termes-là, inévitablement, on va trouver qu'il y a un camp des vainqueurs et un camp de vaincus. Non, le problème, c'est la justice qui travaille. Il a fallu la mettre en place. Elle est en place. Elle a travaillé pour arrêter des gens ou inculper, parce que la justice fonctionne par étapes. On ne peut pas se lever pour dire que du jour au lendemain, on arrête cette personne, on l'incarcère. Et tous ceux même qui sont incarcérés, qu'on les uns et les autres considèrent comme des prisonniers politiques, n'en sont pas. Ce sont des prisonniers de droit commun. C'est des gens de droit... Mais vous ne répondez pas à la question. Qui, dans le camp de Ouattara, il y a eu des massacres, notamment à Douékoué, Amnesty International, Human Rights Watch, etc. ont fait des enquêtes. 800 morts qui ont été attribués à des hommes qui étaient dans le camp d'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, personne n'a été arrêté. Donc vous comprenez peut-être... Non, arrêter, ça veut dire... Ça c'est ce qu'il y a de spectaculaire dans la justice. Oui, mais il y a des hommes du camp de Laurent Gbagbo qui, eux, ont été arrêtés. Et je vous dis que ce ne sont pas des faits, ce n'est pas dû à ce qu'on pourrait appeler comme des crimes de guerre. Je dis ceux qui ont été arrêtés sont arrêtés soit pour des crimes de droit commun, soit des crimes économiques. Voilà. Mais Laurent Gbagbo a été arrêté, en l'occurrence, pour crimes contre l'humanité et expédié à La Haye. Non, on ne l'a pas expédié. La justice n'était pas en mesure de le juger en Côte d'Ivoire.
Mais Simone Gbagbo, par contre, vous êtes en mesure de On est en la mesure juger. de la juger en Côte d'Ivoire. Bernard Oudin. Les gens qui nous écoutent en Côte d'Ivoire vont trouver que M. Nisako pousse le bouchon vraiment très loin. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, parler de refaire l'état de droit sous M. Ouattara, alors que M. Ouattara le décortique, le défiloche tous les jours, tous les actes qu'il pose sont des actes hors la loi. D'abord, l'article 35. Deuxièmement, sa présidence du RDR, alors que la Constitution interdit à un président d'être président d'un parti. Le passage de M. Youssouf Bakayoko pour un deuxième mandat pour la commission électorale. Tout ça, ce sont des actes illégaux au regard du droit ivoirien. Et vous parlez maintenant, pour la justice, des vainqueurs. Mais moi, je vous donnais la réponse pour Douekoué. C'est très simple. Le 17 mars 2011, M. Alassane Ouattara, président entre griffes à l'hôpital du Golfe à Abidjan, déclare que les forces ivoiriennes s'appellent les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FRCI. Une semaine après, ces FRCI, dénommés par M. Ouattara, et ça c'est vérifié dans tous les rapports des ONG, que ce soit Amnesty, Human Rights Watch, même l'ONU, ces gens massacrent 1000 personnes dans la journée à Douekoué, ce qui est un oradour-sur-glane ivoirien. Et vous dites qu'il faut chercher à savoir qui est quoi. Mais moi qui vais à La Haye régulièrement voir M. Gbagbo, il m'est arrivé de croiser M. Bemba dans les couloirs. M. Bemba est à La Haye parce que des gens de M. Bemba, non pas au Congo parce qu'il y avait une amnistie, mais en Centrafrique, ont violé des femmes alors que Bemba avait envoyé ces gens à la demande de Patassé. M. Bemba est en prison à La Haye pour ça. M. Ouattara devrait être à La Haye pour l'affaire de Douekoué. Un point, un trait. C'est ça la réalité. Alors maintenant, vous parlez de justice, etc. Moi, je vais vous parler d'une justice que vous avez fabriquée avec les gens de M. Afi. C'est qu'aujourd'hui, en prison, vous avez M. Aswad, vous acharnez vous avez M. Dano Djedje, moi, je suis en face de vous. Je ne vous ai pas coupé. Attendez, on reste là parce que sinon, on s'entend plus et on arrête tout de suite. En prison, à la demande. Il termine, Bernard Oudin. À la demande de M. Afin Guessan, ces dirigeants que je viens de nommer sont en prison. Ce sont les dirigeants historiques du FPI. M. Ouattara autorise maintenant, grâce à sa justice à lui, M. Afin Guessan, à faire des palinodies comme celles qu'on vient d'entendre à Gagnoa, parce qu'on l'a entendu parler, mais il n'y avait personne pour l'écouter. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. D'abord, Vincent Nisako va déjà répondre. Non, mais non, la parole tourne. C'est Vincent Nisako. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et je voudrais que M. Oudin a tendance à être partisan dans tous les sens. Il est contre Afin Guessan. Ensuite, M. Ouattara devait être en prison. Mais quand on fait des élections, il y a des vainqueurs. Et M. Ouattara était le vainqueur de cette élection. Oui, comme a dit M. Attendez. On le laisse terminer si vous voulez bien. Vincent Nisako. C'est simplement le refus du président Laurent Gbagbo d'accepter sa défaite qui nous a entraînés dans une crise qui a fait plus de 3000 morts. Ça, vous le savez. Et vous ne pouvez pas... Et si vous refusez ça, c'est que vraiment, vous n'êtes plus dans vous êtes dans le déni. Oui, moi je suis... J'ai mal au cœur d'être à côté de M. Oudin et entendre des accusations. Mais décidément, c'est vraiment entre vous deux. Parce que M. Oudin accuse... Oui, mais là, M. Oudin accuse le président Pascal Affi N'Guessan d'avoir ordonné la mise en prison de ses camarades. Mais c'est grave ce qu'il est en train de dire. Et je me demande bien le rôle qu'il joue dans la crise ivoirienne. Parce que j'ai l'impression que, de par ses affinités avec le président Laurent Gbagbo, il veut prendre en otage l'avenir politique et l'avenir d'une certaine génération des Ivoiriens, en accusant sur des plateaux, sans aucune preuve, que le président Afi a eu à mettre ses camarades en prison. Pourtant, on sait dans quelles conditions les camarades Assoadou et autres ont été emprisonnés par le pouvoir en place. Et donc, pour pouvoir revenir, je voudrais demander à M. Oudin, lui-même qui dit tout le temps que Afi ne fait rien. Lui, qui est tout le temps là, quelle action précise il a posée en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo, ici qu'il nous dit sur le plateau? Quelle action précise? En dehors des boycotts qui n'apportent rien à une libération, qui nous disent quelle action il a posée. En dehors de ça, M. Ouattara, pour sa justice, effectivement, il a évoqué la question de Douekoué. Mais c'est très grave que... C'est un génocide. Et malheureusement, les auteurs sont actuellement promus et puis rien n'est fait pour les inquiéter. Entre-temps, le président Laurent Gbagbo est mis à La Haye injustement et la première dame Simone a pris 20 ans. Bon, et puis, il y a eu des assises. On envoie des gens en assises pour crimes contre l'humanité et puis finalement, ils se retrouvent avec une charge de trouble à l'ordre public aux assises.
C'est une honte pour la justice. Bon, après, on peut dire ce qu'on pense, mais concernant la gouvernance de Ouattara, je veux dire que c'est bien qu'il y ait eu croissance, mais la croissance par endettement, ce n'est pas une croissance par la création des richesses internes. Donc ça, c'est quelque chose de virtuel. Après, on peut parler des réalisations, des ponts, etc. C'est bien beau de parler des ponts, mais Ouattara n'avait pas ces ponts-là dans son programme de 2010. Ouattara n'avait pas ces programmes, c'était des ponts qui avaient été prévus. Donc, il n'a fait que les superviser. Autre chose, je voulais compléter pour dire qu'il a annoncé la révision de la Constitution. Mais Ouattara ne fait que des promesses. En 2010, il avait annoncé pareil, que quand il serait élu, il allait nettoyer la Constitution des articles confligés. En effet, il annonce ce soir une nouvelle Constitution dès l'année prochaine. Encore la même chose. Oui. Donc, on va de promesse en promesse. Je pense que son temps est fini. Il faut que les Ivoiriens puissent aller voter pour se débarrasser de ce monsieur dont on n'a plus besoin. Christophe Boisbouvier, j'aurais donné la parole à Christophe Boisbouvier avec un peu de recul, avec deux questions pour Christophe Boisbouvier. La première sur la réconciliation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui encore que la Côte d'Ivoire est fracturée entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara ? Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui ? Il y a un certain nombre de nostalgiques de Laurent Gbagbo, c'est vrai, notamment dans certains quartiers d'Abidjan comme Yopougon, notamment dans l'Ouest. On a parlé de Gagnoa, de Daloa, c'est vrai, qui attendent la libération de Laurent Gbagbo. Mais je crois que fondamentalement, et c'est ça ce que craignent en fait notamment les organisations de droits de l'homme comme la FIDH, fondamentalement, je crois que si on veut que les Ivoiriens se réconcilient, il faut vraiment que les vrais coupables des vrais crimes, on a parlé beaucoup de Douékoué, qui est un crime commis par les forces pro-Ouattara, mais il y a beaucoup de crimes aussi qui ont été commis par les forces pro-Gbagbo et qui ont été documentés par la Cour pénale internationale, d'où la confirmation des charges l'année dernière contre Laurent Gbagbo, des crimes notamment à Abobo, à Abidjan. Entre décembre 2010 et avril 2011. Il faut vraiment, je crois que si on veut que la réconciliation ait lieu, il faut qu'on arrête avec l'impunité. Parce que c'est ça le plus terrible. C'est pour ça qu'il y a eu tant de crimes de 99 à 2011. C'est qu'à chaque fois que vous aviez des crimes commis, après on tournait la page et on amnistiait et tout le monde s'embrassait et ça reprenait après. Et beaucoup d'organisations de défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire craignent que demain, le vainqueur de la future présidentielle dise on amnistie tout le monde. On libère tout le monde en amnistie comme s'il ne s'était rien passé. Alors qu'en fait, il faut que les responsables des deux côtés, les responsables des deux côtés répondent devant la justice. Deux poids, deux mesures aujourd'hui dans cette justice ivoirienne. Est-ce qu'elle ne s'est attaquée finalement qu'aux partisans de Laurent Gbagbo et pas à ceux d'Alassane Ouattara ? Pour l'instant, oui, mais sous la pression de la Cour pénale internationale et de Fatou Bensouda, sa procureure, ça commence à bouger. C'est-à-dire qu'en effet, comme vous l'avez dit, il y a 3 mois, il y a 2 Comzones qui ont été inculpés. Vincent Isago. Oui, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que dans cette Côte d'Ivoire actuelle, le président Ouattara a travaillé à la cohésion sociale. Et aujourd'hui, à part quelques politiques qui s'agitent, il y a une vraie cohésion sociale. Et le président Ouattara a dit qu'il faudrait aller plus en profondeur pour que les cœurs s'apaisent. Et c'est ce qu'il va faire au prochain mandat. Mais surtout, c'est que les Ivoiriens, surtout la jeunesse, ce que disait tout à l'heure Christophe Boisbouvier, quand même, on rappelle à nos téléspectateurs, 70% de la population a moins de 30 ans, 40% a moins de 15 ans. Non, mais que ça donne quand même une idée un peu de la jeunesse. C'est une jeunesse qui a besoin aujourd'hui d'éducation, c'est une jeunesse qui a besoin de travail aussi. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. On construit peut-être des ponts, on a des idées de construire un métro 37 km de long, mais les gens, ils ont besoin de manger aussi, ils ont besoin de vivre. Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Ouattara prend ce problème-là à cœur. Il a ce problème-là à cœur et qu'il a créé un ministère de la jeunesse. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, spécialement dédié à l'emploi, à la formation et à l'emploi des jeunes. Donc ça, c'est un problème qui est à résoudre. Nous sommes quand même dans un pays sous-développé. Vous savez que même dans les pays développés, il y a un chômage des jeunes. Donc nous, on aura à résoudre ce problème-là avec nos moyens et on s'y attelle. Pour ce qui est de la formation, inévitablement, vous avez vu aussi qu'on a décrété qu'il y avait l'école gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ça, ce sont la CMU aussi, la couverture, il y a la couverture maladie universelle aussi qui a été mise en place. Il y a l'eau potable dans des villages. Vous savez que l'eau insalubre tue beaucoup plus que le paludisme. Donc, il y a cela qu'il faut considérer. On fait des efforts
pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Et la Côte d'Ivoire, nous sommes confiants qu'elle ira en l'an 2000 vers cette émergence-là qui va nous être un tremplin vers notre industrialisation. Georges Jacquat, répondez ensuite Bernard Oudin. Oui, je voudrais dire que quand il y a la stabilité, il est fier de dire qu'on a mis en place ceci, on a mis en place cela, parce que personne ne l'a empêché de gouverner. Mais dans un pays, quand il y a la stabilité, quand on ne décrète pas de rendre un pays ingouvernable et quand on ne suscite pas des rébellions, on peut tout faire. On peut créer des infrastructures, on peut mettre en place des actions en faveur de la population. C'est vrai. Tout le monde ne le fait pas, pardonnez-moi, tout le monde ne le fait pas. Oui, mais nous, le président Laurent Gbagbo avait commencé dans son programme de la refondation à mettre en place un certain nombre d'actions, dont d'ailleurs des copies pâles ont été mises en place par Ouattara. L'assurance maladie universelle, il parle de CMU, mais en fait, c'est nous qui avions ce projet. Oui, vous avez le projet, mais il l'a réalisé. Il ne l'a pas réalisé. Il nous a fait la guerre. C'est de ça que je parle. Je dis s'il n'avait pas rendu le pays ingouvernable, on aurait pu mettre en place toutes ces actions, c'est-à-dire l'assurance maladie universelle, l'école gratuite et obligatoire. C'est une loi. Mais vous avez perdu les élections, là, vous êtes en train de me refaire. S'il avait été au PDG, il aurait fait, il avait le projet. Je vous dis des actions. Et donc, c'est pour ça que, en ce qui concerne les élections de 2015, le programme d'action du président Pascal Affi-N'Guessan, c'est de réactualiser ce projet de société en apportant aux Ivoiriens le progrès social effectif. Voilà, donc nous avons d'abord le grand chantier qui est celui de la réconciliation et ensuite le chantier qui est celui de la professionnalisation des filières et des métiers informels. Donc ce sont des actions que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir aider. M. Nizako va parler d'un ministre de la jeunesse nommé par M. Ouattara. Moi, je vais le nommer ministre de la parole du président Ouattara parce que je suis son représentant. Tout ce que nous raconte M. Nizako ce soir, c'est un joli conte pour enfants, mais où les Ivoiriens ne se retrouvent pas. Je vous donne un seul argument, vous le lirez en sortant d'ici, le dernier article du journal Le Monde dans Abobo, à propos des dispensaires d'Abobo. Aujourd'hui, la grande banlieue d'Abidjan, qui est soi-disant le fief de M. Ouattara. Si vous lisez bien ça, moi j'ai peur pour vous, pour l'avenir. Parce que vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Vous êtes le seul à le dire. Non, je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez fait quelques réalisations dont on pourrait parler. Non, des réalisations. Mais non, le taux de croissance, ça ne se mange pas. Hein, ah ouais, la population ivoirienne ne mange pas. Ah ouais, hein, vous n'avez pas mangé le 3e pont d'Abidjan. Et quand on parle de l'autoroute, il était quasiment fini en 2010. Vous parlez du pont de Jacquesville, il était commencé sous Gbagbo. Non. Ah si. Ah bah, excusez-moi, la première pierre avait été déjà posée. Attendez. J'ai été à Jacquesville. Ah si, je vous le dis. J'ai traversé par le bac. Je le confirme. J'ai traversé par le bac. La première pierre avait été déjà posée. Donc vous ne pouvez pas me dire que c'est M. Gbagbo qui a commencé le pont. Mais bien sûr que si, mais c'est pas grave. On vous l'expliquera plus tard. Oui. On va avancer si vous voulez bien. Pour finir avec ça. Allez, Bernard Oudin. Les Ivoiriens, dimanche, vont assister, je dis bien assister, à l'élection de M. Ouattara. Mais pour la grande majorité des Ivoiriens, cette élection ne sert à rien. Et M. Boisbouvier a dit une chose très importante, c'est que la réconciliation, l'avenir du pays, tout ça c'est en jeu après cette élection. Et je crains pour vous ce qui s'est passé au Burkina, parce que le Burkina, c'était un signe avant-coureur. Vous avez tenté malencontreusement, au mois de septembre, d'aider certains au Burkina à reprendre leur ancienne place. C'est pas ça. Monsieur Soros expliquera. On voudrait vous considérer comme quelqu'un de respectable, mais c'est pas moi qui parle, c'est le procureur du Burkina Faso. Le procureur du Burkina Faso demandera à M. Soro de s'expliquer sur la situation du mois de septembre. Qui est le président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, on le dit à noter. D'ailleurs, la France aussi a demandé à M. Soro de s'expliquer sur certains autres faits et gestes. Et c'est à partir de dimanche soir qu'on va voir où va la Côte d'Ivoire. Christophe Boisbouvier. Nous, on sait où elle va. Avec M. Ouattara, elle va tout droit vers le développement. Vers la catastrophe. Christophe Boisbouvier se pose la question de la succession à partir de lundi, si il est élu dès le premier tour à Alassane Ouattara. Est-ce que se pose déjà la question de la succession, parce qu'il aura fait donc ces 2 mandats, si il est réélu, est-ce que se posera la question de suite de la succession d'emblée? Oui, on y pense déjà, ouais. C'est vrai que moi je trouve qu'on va trop vite quand on parle déjà de la succession d'Alassane Ouattara, parce que s'il est réélu dimanche, il y aura encore 5 ans. Mais c'est vrai que, nous, les journalistes, on va en parler, c'est sûr. Les Ivoiriens aussi y pensent. Vous avez
deux poulains quasi déclarés qui sont Guillaume Soro, Ahmed Bakayoko, mais vous en avez d'autres. Ahmed Bakayoko qui est le ministre de l'Intérieur, on le dit à nos téléspectateurs. Mais vous en avez d'autres au sein du RDR qui peuvent aussi tenter leur chance. Et puis n'oubliez pas, encore une fois, excusez-moi pour ma petite marotte, mais n'oubliez pas le PDCI. Parce que le PDCI, pour l'instant, évidemment, il n'est pas très présent puisque Henri Conan-Bédier a décidé de ne pas y aller et que vous avez deux frondeurs. Mais voyons ce que vont faire les deux frondeurs en question, Conan-Bédier et Kakabé. Voyons déjà ce qu'ils vont faire dimanche. Et puis, comme dit Bédier dans le Jeune Afrique de la semaine dernière, 2020, c'est peut-être pas gagné pour le RDR. Le PDCI aura peut-être son mot à dire. Un mot aussi quand même sur cette annonce ce soir du président Ouattara, l'annonce d'une nouvelle constitution et la modification donc de cet article 35 qui posait quand même la question de l'ivoirité qui se posait, qui a été à l'origine entre autres de cette guerre civile en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il va aller jusqu'au bout là, le président Ouattara, et que c'est une bonne chose justement de modifier la constitution? On parlait tout à l'heure, on parlait des origines de la guerre civile. Il y a eu 99 et il y a eu 2002, cette fameuse insurrection du Nord en 2002. Si elle a eu lieu, cette insurrection, c'est à cause du sentiment d'exclusion dans lequel vivaient un certain nombre de gens du Nord et du fait que Alassane Ouattara lui-même avait été interdit d'éligibilité, non seulement à la présidentielle de 2000, mais même aux législatives de 2000. Donc c'est ce sentiment d'exclusion qui a créé cette rancœur, cette volonté de revanche et la guerre aussi. Donc si demain la Constitution permet d'éviter que des Ivoiriens à l'intérieur du pays se sentent exclus, pourquoi pas ? C'est la fin de ce débat. Je voudrais... Non, mais c'est la fin de ce débat. J'aimerais vous donner encore la parole, Georges Jacquin, mais c'est malheureusement la fin de ce débat et Karim Yayaoui nous attend. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Christophe Boisbouvier, auteur de Hollande l'Afrique, c'est aux éditions La Découverte. Et vous pouvez retrouver sur notre site internet le dernier reportage de Guillaume Guguienne, l'envoyé spécial du web à Abidjan. Il a notamment rencontré Daouda Koulibaly, qui est un blogueur qui a créé sa chaîne sur YouTube et qui commente la campagne. C'est sur le site internet de France 24. C'est la fin de ce débat. Tout de suite, Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi. Bonsoir Karim, une élection sous tension qui se prépare en Côte d'Ivoire. Alors c'est le constat de beaucoup de sites d'information, notamment le site du journal La Croix qui s'arrête sur cette crispation des autorités avec des arrestations dans l'opposition qui se sont multipliées ces derniers temps. Le site de La Croix qui donne la parole au responsable du bureau régional de Human Rights Watch qui s'appelle Hervé Kokou-Delmas. C'est le directeur du bureau d'Amnesty International en Côte d'Ivoire. Alors selon lui, depuis mi-septembre, les forces de l'ordre ont procédé à des dizaines d'arrestations d'Ivoiriens issus de l'opposition. Il y a aussi cet appel lancé, on va le voir, par un certain nombre d'organisations pour que ces arrestations cessent. Il y a aussi la tension qui se manifeste à travers la fermeture du Temps, un journal pro-Gbagbo qui a été suspendu, non pas fermé, mais qui avait lancé des appels au boycott de ces élections, au point qu'un certain nombre de sites comme Slate Afrique s'interroge, est-ce que c'est vraiment une élection démocratique à laquelle on va assister? Le site on peut peut-être donner la parole à Vincent Nizago, justement, sur la fermeture du journal Le Temps. Mais écoutez... La suspension, plus exactement. Non, la cohésion sociale, c'est très important. Et si le Temps contribue à déstabiliser la cohésion sociale ou à un appel au boycott des élections, alors que tout le monde est prêt... Mais ça, dans un pays démocratique, ça n'existe pas. Tout le monde est prêt pour... Il n'y a pas un journal qui est suspendu parce qu'on est en pleine campagne électorale et parce qu'un parti appelle au boycott, ou le journal appelle au boycott. Non, il n'y a pas que ça. Ça ne s'arrête pas à cette phrase-là. Je veux dire, il faut aller jusqu'au bout de l'affaire. Non, ce que nous disons simplement, c'est que cette histoire, et il faut qu'on soit très conscient de ce que c'est qu'une cohésion sociale. C'est la chose la plus importante. Nous y travaillons. Que le Temps appelle au boycott ou pas, un certain nombre d'Ivoiriens vont sans doute boycotter ces élections. Il suffit de jeter un petit coup d'œil sur le site de TV5 Monde qui donne la parole à Thierry, un père de famille de 38 ans qui habite à Abidjan et qui explique que de toute façon tout est joué d'avance. Lui est opposant au gouvernement en place et il explique qu'il n'ira pas voter. Une élection jouée d'avance, ce n'est pas forcément l'opinion partagée par tout le monde, même ceux qui sont du côté de l'opposition qui considèrent que c'est
un petit peu illusoire de croire que Ouattara domine outrageusement l'espace politique. D'après cet opposant, il aurait perdu 20% de son électorat parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. En tout cas, élection dépassionnée, c'était le titre de votre débat. Eh bien, elle passionne tout de même ceux qui n'iront pas voter. En Afrique du Sud, la mobilisation des étudiants qui ne faiblit pas et qui protestent contre la hausse des frais de scolarité pour la rentrée prochaine. Alors c'est un mouvement assez important qui traverse plusieurs villes du pays. Des images assez impressionnantes de manifestants qui se sont rassemblés avec le hashtag Fees Must Fall. Ces frais doivent disparaître. Alors il y a beaucoup d'images sur les réseaux sociaux, des images souvent assez fortes et des messages comme celui de Zélie qui nous explique que l'éducation ne doit pas être un privilège, c'est un droit et tout le monde doit y accéder. Ou encore cette image de cet enfant qui explique que la lutte doit continuer avec ce même hashtag. Des enfants qui sont mis à contribution. Vous n'avez pas le droit de leur voler leurs rêves. Ces enfants qui sont dans une classe peut-être de maternelle ou de tout début de primaire qui ont entre leurs mains leurs rêves justement. Il y en a qui veulent devenir professeurs, astronautes ou ingénieurs. Alors évidemment, ces images font le tour des réseaux sociaux. Il y a aussi ce message dont on ne peut pas certifier l'authenticité. C'est celui d'une conversation entre une mère et son enfant qui est donc étudiant. Elle l'invite à faire attention, à porter un foulard imbibé d'eau parce qu'il va sans doute y avoir des gaz lacrymogènes. Elle lui explique aussi qu'elle est très fière de lui. En tout cas, ce message a fait le tour des réseaux sociaux. Il y a aussi une autre image qui a été très largement partagée, un parallèle entre 1985 et 2015. Frank Chicane, en 1985, était arrêté au titre de trahison. C'était encore le régime de l'apartheid. Et aujourd'hui, son fils manifestant a été arrêté sous ce même chef d'inculpation en 2015 pour avoir manifesté avec tous ses étudiants. Merci Karim. Et à 20h45, vous nous parlerez de Marine Le Pen qui pose un lapin à nos confrères de France Télévisions ce soir. Merci à tous les quatre encore d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite, le journal. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.